Frédéric Péchier, médecin anesthésiste à Besançon, vient d'être reconnu coupable pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont décédés. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, il a fait appel et a demandé une mise en liberté qui pourrait bien être acceptée. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pourquoi après 7 ans d'enquête, des centaines de témoignages et 3 mois et demi de procès sous haute tension, tout menait vers Frédéric Péchier, alors que pourtant il n'y avait pas d'aveu et aucune trace d'ADN n'a été retrouvée. Rivalité, tension et mensonges à la clinique Saint-Vincent. Plongeons dans cette enquête et ce procès d'envergure pour mieux comprendre comment un médecin censé sauver des vies a pu semer la mort pendant près de 10 ans et pourrait aujourd'hui sortir de prison. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je suis récemment rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. D'ailleurs, en parlant d'actualité juridique, je vous invite vraiment à aller regarder la collection Chroniques judiciaires qui est diffusée sur France TV 100% gratuitement. Leurs programmes, ils sont mis à jour très régulièrement, ils sont super diversifiés, modernes, je trouve les sujets très intéressants et faciles à regarder. Je trouve qu'on n'a pas assez le réflexe d'aller s'informer sur France TV alors qu'ils proposent plein de programmes géniaux et c'est hyper facile d'accès. Vous pouvez regarder sur votre télé ou alors sur internet sur France.tv et c'est gratuit. J'ai adoré leur nouvelle mini-série Grégory, Histoire d'une vengeance. Il y a 2 épisodes de 45 minutes donc c'est assez court et ils traitent des nouvelles actualités sur l'affaire du petit Grégory que vous connaissez sûrement parce qu'il y a notamment sa grande tante Jacqueline Jacob qui a été mise en examen en octobre 2025 car elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui menaçait la famille Villemain depuis des années. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir leurs différents programmes. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est disponible sur France.tv, c'est super facile à regarder sur tablette, téléphone, télévision, etc. Et un immense merci à France Télévisions de travailler avec moi et de sponsoriser cette vidéo. Je suis trop fière de travailler avec vous et j'espère que ça va continuer. Avant de commencer cette vidéo, je voulais transmettre toutes mes pensées et mon soutien aux victimes et également aux familles des victimes qui sont décédées. Tout a commencé le 11 janvier 2017, lorsque Sandra Simard, 36 ans, est opérée du dos à la clinique Saint-Vincent. Seulement, à la fin de l'opération, et alors qu'elle est jeune et sans antécédents médicaux, son cœur s'arrête. Plusieurs médecins qui ne sont pas en charge de cette patiente à ce moment-là, dont Dr Péchier, accourent dans la salle d'opération pour participer à des manœuvres de réanimation, avant que Sandra Simard ne soit transférée vers le CHU de Besançon. Heureusement, elle survit. Cet arrêt cardiaque était très brutal, sans aucune raison pour l'expliquer, et c'est pourquoi la médecin anesthésiste en charge d'elle, choquée, veut comprendre pourquoi sa patiente a frôlé la mort. Elle décide alors de saisir tout le matériel qui a été utilisé lors de l'opération et de l'analyser. Les examens révèlent qu'une poche de réhydratation utilisée pendant l'opération contenait une dose de chlorure de potassium environ 100 fois plus élevée que la concentration normale, une quantité potentiellement mortelle. Ce qui est encore plus étrange ici, c'est que la médecin n'a jamais donné de potassium à sa patiente. Donc soit il y a un énorme problème dans la fabrication de ces poches, soit quelqu'un a introduit le potassium dans la poche juste avant l'opération. Suite à cette découverte glaçante, la clinique de Saint-Vincent saisit le parquet de Besançon le 19 janvier 2017 et une enquête préliminaire est ouverte. Ils ne le savent pas encore à ce moment-là, mais l'enquête durera 6 ans. Petit rappel de la procédure rapide. Normalement, si vous avez été assidu dans mes vidéos, vous le savez déjà, mais pour les mauvais élèves, je vous réexplique tout ça. Lorsque on veut porter plainte, on va voir la police. Ensuite, la police transmet le dossier à son grand patron, le procureur de la République. Le procureur, quand il reçoit le dossier, il a plusieurs options. Il peut classer sans suite directement, c'est-à-dire il trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments pour commencer une enquête. Il peut commencer différentes enquêtes, enquête de flagrance, enquête préliminaire, etc. L'enquête préliminaire, c'est une enquête qui est menée sans urgence, quand il n'y a pas de flagrant délit. Et c'est une enquête durant laquelle les policiers vont enquêter sous le contrôle du procureur, avec des pouvoirs plus limités. Donc ils vont faire par exemple des auditions libres ou des perquisitions, mais avec l'accord de la personne. Le lendemain, le 20 janvier 2017, alors que les enquêteurs sont à la clinique de Saint-Vincent, le docteur Péchier a une intervention prévue sur Jean-Claude Gandon. Le docteur Péchier est un médecin anesthésiste et il va intervenir lors d'une opération d'urologie pour un cancer de la prostate. La veille de l'opération au soir, le docteur Péchier avait demandé à une infirmière anesthésiste programmée sur l'opération à venir d'arriver un peu plus tard le matin et il aurait également demandé de changer de salle d'opération, ce qui est très inhabituel, il n'arrive pas normalement la veille d'une opération. Durant l'opération, docteur Péchier aurait demandé à Ludivine Gladou, une élève infirmière anesthésiste, d'administrer des antalgiques aux patients. Elle explique qu'elle était étonnée car c'était très tôt dans l'intervention. Elle se saisit alors d'une poche injectable de paracétamol qu'elle trouve étrangement humide, ce qui n'est pas du tout habituel, et en installe donc une autre à la place. Le docteur Péchier, à qui elle signale sa découverte, lui propose de prendre une pause café, ce qu'elle fait, pendant une vingtaine de minutes, pendant que lui-même reste au bloc. À la fin de sa pause, Ludivine Gladou revient. Le patient est en train de faire un arrêt cardiaque. L'opération est terminée
arrêté, des manœuvres sont effectuées. Dr Péché injectera alors des intralipides à Monsieur Gandon, ce qui stabilisera son état. L'anesthésiste demande alors très rapidement des analyses sanguines de son patient, notamment pour chercher des traces d'une intoxication aux anesthésiques locaux. Avant même la connaissance des résultats, Frédéric Péché est persuadé que son patient a été intoxiqué, en citant d'ailleurs la mépivacaïne. Je m'excuse d'avance au corps médical qui regarde cette vidéo si je bute contre certains mots. J'essaye de prononcer au mieux. Et ce détail intriguera d'ailleurs les enquêteurs, car cette anesthésique locale sera en effet retrouvée dans le sang de Monsieur Gandon, alors qu'il n'a pas été utilisé durant l'opération. Les policiers placent alors immédiatement les dispositifs médicaux sous scellé et ils découvrent dans le bloc où ont lieu les manœuvres pour réanimer le patient 2 seringues portant des traces de ce médicament. Monsieur Gandon survit. Ces 2 événements, dans le domaine médical, on les appelle des événements indésirables graves. EIG. C'est en fait un incident médical grave et totalement imprévu qui met en danger la vie d'un patient ou une complication importante durant des soins. En gros, il y a une opération et d'un coup, le patient fait un arrêt cardiaque, fait une hémorragie, etc. alors que c'est pas du tout prévu, c'est pas un patient à risque, c'est pas une opération à risque, on comprend pas ce qui se passe, mais de temps en temps ça arrive. Et donc c'est pour ça que 2 dans le même hôpital en 9 jours, c'est très surprenant. Durant l'enquête, les enquêteurs commencent à interroger le personnel médical et ils découvrent alors avec effroi que cela fait des mois, voire années, qu'il y a un nombre anormal d'EIG. Ils demandent alors à l'hôpital de fournir la liste d'EIG qu'il y a eu durant les 10 dernières années. Et entre 2008 et 2017, il y a eu environ 70 EIG, dont 20 ayant entraîné la mort des patients. Selon les médecins et les membres du corps médical, ce chiffre est totalement anormal. Le 7 février 2017, le parquet de Besançon ouvre alors une instruction judiciaire contre X pour empoisonnement. Rappel juridique rapide, quand je dis le parquet de Besançon, c'est en fait les procureurs, parce que je vous le rappelle, il y a 2 types de magistrats, les magistrats du parquet, les magistrats du siège. Les magistrats du parquet, ce sont les procureurs, donc ceux qui représentent l'État, ceux qui mènent les enquêtes, les patrons de la police, etc. Et c'est eux, dans un procès, qui vont représenter l'État et qui vont justement demander une peine de prison contre l'accusé pour protéger l'État. Et les magistrats du siège, ce sont les juges. On dit qu'ils sont de siège parce qu'ils sont assis, alors que les magistrats du parquet, ils sont debout sur le parquet. Donc quand on dit que le parquet de Besançon a ouvert une instruction judiciaire, c'est-à-dire que les procureurs qui travaillent à Besançon, ils ont ouvert une instruction judiciaire. Dans une procédure pénale, après qu'on ait porté plainte, le procureur, il peut ouvrir une enquête préliminaire, mais si la police et les procureurs se rendent compte rapidement que l'enquête va être très compliquée, va être longue, alors le procureur va transmettre cette enquête à un juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est quelqu'un qui est totalement autonome, qui est juste là pour mener des enquêtes approfondies. Il va également superviser la police en leur disant allez faire cette perquisition, allez interroger telle personne, etc. C'est le chef de l'investigation. Donc là, l'instruction judiciaire, c'est parce qu'on se rend rapidement compte que les faits vont être compliqués et que ça mérite une enquête bien plus approfondie. Alors, il faut savoir qu'au début de l'enquête, c'était assez compliqué à cause du devoir de confraternité des médecins. Le patron de la brigade criminelle de Besançon, il expliquera d'ailleurs qu'en 2017, on nous disait non, il ne se passe rien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Il aurait fallu un certain temps pour que les langues commencent à se délier. Et donc les policiers vont éplucher les 69 cas d'EIG durant les 10 dernières années. Je vais vous donner quelques exemples. Le 2 octobre 2008, un homme de 53 ans est hospitalisé à la clinique Saint-Vincent. Rapidement après l'injection de l'anesthésie, il fait un arrêt cardiaque. Octobre 2009, une femme de 41 ans est opérée pour 2 varices, une opération donc totalement bénigne. Arrêt cardiaque suivi de 3 jours de coma. Elle survit. Suite à cet événement, un rapport est rédigé par des médecins experts. Il conclut suspicion forte d'une administration majeure et brutale d'anesthésiques locaux. 31 juillet 2012, une femme de 80 ans subit une opération pour un changement de prothèse de hanche. À l'issue de l'opération, elle fait une hémorragie au niveau de la hanche. Des experts ont été mandatés par la justice, ils sont formels. Certitude d'une administration d'héparine qui peut générer des hémorragies. 7 février 2013, une femme doit être opérée d'une hernie discale. Son anesthésie dégénère, provoquant un arrêt cardiaque. Là encore, les médecins avaient conclu suspicion d'administration de potassium et d'un autre produit anesthésique. 13 mars 2015, 20 avril 2015, 5 octobre 2015, 28 janvier 2016, 4 février 2016. La liste donne le tournis. Selon
énormément de personnes qui travaillaient à la clinique de Saint-Vincent, ça ne correspondait pas à leurs expériences passées. De nombreux collègues expliquaient qu'il y avait un problème, qu'ils n'avaient jamais vu ça sur des patients même plus fragiles. Les deux patients les plus jeunes ont 4 ans et 16 ans. Le jeune homme de 16 ans a été opéré du genou en janvier 2016. Les experts penchent pour une forte administration de produits adrénergisants. Quant au petit garçon de 4 ans, il fait lui aussi un arrêt cardiaque en février 2016 à la suite d'une intervention. Il est plongé 2 jours dans le coma et il survit. Un excès de potassium est retrouvé dans son sang. Le bilan de cette longue liste, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre ces patients. Ils ont tout âge, tout genre, toute pathologie. Il n'y a aucune logique. Durant leur enquête, les policiers entendent également parler de 3 infarctus inexpliqués durant l'année 2009 dans une autre clinique, la Polyclinique de Franche-Comté. Que s'est-il passé? Un jour, une audition de Sylvain Seri, un anesthésiste de la clinique de Saint-Vincent depuis 2001, vient mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Sylvain Seri et sa femme étaient de très bons amis du couple Péchier jusqu'à une dispute qui s'est produite en 2016, suite à laquelle ils auraient pris leur distance. Il dit aux policiers: cherchez le dénominateur commun des EIG entre les deux cliniques. Il croise la liste de tous les intervenants, c'est-à-dire plus de 1500 personnes, entre tous les médecins, toutes les personnes du corps médical, les infirmières, les assistants, etc. Une seule personne est en commun dans tous les cas, Dr Péchier. L'EIG du 31 juillet 2012, Dr Péchier intervient ce jour-là et pense immédiatement à l'injection de protamine avant même d'avoir les analyses complètes. L'EIG du 7 février 2013, le Dr Péchier a été appelé en renfort ce jour-là et aurait soufflé l'antidote à l'anesthésiste en charge de la patiente. L'enfant de 4 ans en 2016, Frédéric Péchier a participé au massage cardiaque de l'enfant. Et qu'en est-il des 3 EIG qui ont eu lieu en 2009 dans la Polyclinique de Franche-Comté? Frédéric Péchier, il a toujours travaillé à la clinique de Saint-Vincent, à l'exception de 6 mois dans sa carrière, en 2009. Durant cette période, les EIG dans la clinique Saint-Vincent ont cessé et ils ont repris lorsqu'il est revenu à la clinique Saint-Vincent après les 6 mois. Et durant la période où il était à la Polyclinique, il y a eu 3 EIG non expliqués. Avant l'arrivée du Dr Péchier en 2009, la Polyclinique n'avait jamais connu d'EIG suspect. Et après son départ, elle n'en a plus jamais connu. Ce qu'on retient parmi tous ces cas, c'est que le Dr Péchier, il n'est jamais l'anesthésiste en charge du patient. Il arrive toujours en renfort au moment où le patient est en train d'avoir un arrêt cardiaque ou une hémorragie. Il est toujours dans le bloc à côté de l'opération parce qu'en fait, lorsqu'il y a un EIG, ils appellent en urgence tous les médecins qui sont autour pour essayer justement de sauver la personne qui est en train d'avoir un arrêt cardiaque ou une hémorragie. Et Dr Péchier, c'est très souvent lui qui pose le diagnostic, parfois avant même d'avoir eu les résultats d'analyse. Et surtout, il trouve très souvent l'antidote pour sauver la personne. On le voit comme le sauveur. C'est presque trop beau pour être vrai. Et le seul événement où il était l'anesthésiste principal au moment où il y a eu l'EIG, c'est le dernier événement qui est survenu lors de l'opération de 2017 sur Monsieur Gandon. Et c'est assez intéressant puisque cet événement a eu lieu juste après l'ouverture de l'enquête préliminaire, à un moment donné où il y avait des policiers au sein même de l'hôpital. Selon les avocats de Monsieur Péchier, ça prouve donc que lui aussi, il a été victime de personnes qui auraient mis du poison dans les poches et donc montré qu'il est innocent. Mais selon la police, il aurait sciemment empoisonné son patient pour se forger un alibi alors qu'il y avait une enquête qui venait d'être ouverte justement pour ce genre de choses suspectes. En mode, regardez, je peux pas être la personne qui met du poison dans les poches puisque moi aussi, on a mis du poison dans les poches que j'ai utilisées pour l'opération de mon patient. Mais qui est Dr Péchier? Frédéric Péchier est né en 1972. Il est fils d'un père anesthésiste réanimateur et d'une mère infirmière. Il va donc faire des études de médecine au CHU de Besançon, études durant lesquelles il va rencontrer sa future femme, qui est également médecin cardiologue. Ils se marient, s'installent dans la banlieue chic de Besançon et ont 3 enfants. La nounou des enfants le décrira comme quelqu'un de particulièrement attentionné et rigoureux. Concernant sa carrière, il rejoint la clinique de Saint-Vincent à Besançon en 2005 où il devient médecin anesthésiste. C'est un excellent médecin, il est considéré comme les meilleurs. Dr Péchier travaillait énormément, il arrivait tout le temps à 6h du matin avant tout le monde à l'hôpital, repassait voir ses patients même lorsqu'il n'en avait pas l'obligation, essayait toujours de s'améliorer, de progresser, mais le parquet verra ça autrement. Les procureurs décriront sa personnalité double, celle avec ses proches, ses patients, quelqu'un qui donne une image lisse et bienveillante, mais il y a également une série de témoignages totalement différents. De nombreux docteurs et infirmières le décrivent comme quelqu'un de imbu de lui-même, narcissique. Un médecin, Pascal François, raconte: en 37 ans de carrière, j'ai encadré 280 internes. Mais lui, il n'écoutait pas. Le garçon était doué, mais avait tendance à rabaisser tout le monde en raison d'un excès de confiance et une tendance à surestimer ses compétences. Il avait besoin d'être reconnu, entendu, écouté. C'était un beau patron.
haut-parleur. Une ancienne collègue médecin anesthésiste dira du docteur Peschier qu'il est certain d'être le meilleur et qu'il se prend pour Zorro. Docteur Peschier a donc une vie qui semble parfaite. Une femme, des enfants, une carrière incroyable, une très belle maison avec piscine, il joue au golf, il est brillant. Faut quand même ajouter que sa carrière qui est brillante avec son air arrogant et hautain ne plaît pas à tout le monde dans l'hôpital et petit à petit les enquêteurs se rendent compte qu'il y a une très mauvaise ambiance au sein de l'équipe à l'hôpital. Il y a énormément de tensions entre les médecins, entre les différents acteurs du corps médical et les enquêteurs réalisent que Dr Peschier était loin d'être apprécié de tout le monde. Le 6 mars 2017, Frédéric Peschier est placé en garde à vue et est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation sur 7 patients, dont 2 sont décédés entre 2008 et 2017. C'est quoi être mis en examen? Très rapidement, c'est quand un juge d'instruction estime qu'il y a des indices sérieux contre une personne qui pourraient montrer que cette personne aurait commis une infraction. Elle le convoque donc, lui explique les faits reprochés et à partir de là, grâce à cette mise en examen, le juge d'instruction il peut faire des expertises, faire des perquisitions, etc. Et la personne, elle a désormais accès au dossier et elle a des droits pour être représentée et se défendre. Suite à la mise en examen de Dr Peschier, il est placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. En gros, c'est un juge spécial qui décide qui est mis en détention provisoire, les aménagements de peine, etc. Et le contrôle judiciaire, c'est quoi? Ça veut dire que la personne est libre, mais elle a un certain contrôle, c'est-à-dire qu'elle doit pointer tous les telles dates au commissariat. Elle peut être interdite d'exercer, interdite d'aller dans tel territoire. Ça dépend de chaque situation. Le juge des libertés et de la détention, il annonce donc à Dr Peschier qu'il ne peut plus travailler et surtout qu'il n'a plus le droit de paraître dans le département du Doubs, donc là où il habite. Alors il faut savoir qu'il ne sera jamais mis en détention provisoire jusqu'à son procès et même son procès il apparaîtra libre tous les jours et il viendra au tribunal et repartira ensuite le soir. Donc la détention provisoire c'est quoi? C'est la prison en attendant le jugement et d'être condamné potentiellement. C'est le juge des libertés et de la détention qui décide si la personne va en détention provisoire. Et il faut savoir que la liberté, c'est la règle. Tout le monde est censé être libre et la détention c'est une exception. Et c'est une exception s'il y a des risques de récidive, s'il y a des risques d'intimidation. Là, on parle pas d'agression dans la rue, on parle de empoisonnement dans un cas très précis qui est lors d'une opération dans le cadre de ses fonctions. Comme là, il peut plus travailler, il peut plus le faire. Et en plus, comme là, il a plus le droit d'aller dans le département, il n'y a pas beaucoup de risques qu'il aille intimider des témoins, etc. C'est donc pour ça que le juge des libertés et de la détention, il refusera de nombreuses fois de le placer en détention provisoire. Qu'est-ce qu'il dit le docteur Peschier dans tout ça? Il clame son innocence. Je suis innocent. Je me battrai pour ça. Et je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, je le fais même plus pour moi, je le fais pour ma famille. En 2019, il est à nouveau mis en examen, 24 cas cette fois-ci. On découvre de nouveaux faits qui peuvent constituer de nouvelles infractions. Donc là, il est accusé de 17 nouveaux EIG, donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle mise en examen. À ce moment-là, le procureur, il va parler face caméra pour la première fois. Une information judiciaire a été ouverte au pôle de l'instruction de Besançon pour des empoisonnements aggravés susceptibles d'avoir été commis sur personnes vulnérables. Et le docteur Peschier va s'adresser également à la presse pour la première fois. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice. J'espère que l'affaire va vite avancer. Et en 2023, le docteur Peschier sera mis en examen à nouveau pour l'empoisonnement de 30 patients cette fois-ci, dont 12 sont décédés. À la fin de l'instruction donc de la grosse enquête qu'il y a eu durant 7 ans, le parquet de Besançon a un rapport de plus de 500 pages récapitulant les accusations et les détails de l'enquête. Le 5 août 2024, Frédéric Peschier est renvoyé devant la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, 12 ayant entraîné la mort. Qu'est-ce que ça veut dire est renvoyé devant? C'est-à-dire qu'à la fin de l'enquête, les juges d'instruction, le procureur, etc., ils doivent lire le bilan et décider s'ils vont poursuivre et accuser officiellement une personne d'avoir commis un crime. Et là, ça veut dire qu'il y aura donc un procès, etc. et que la personne sera jugée. Ils le font que s'ils estiment qu'il y a assez d'éléments pour prouver ça. Petit point technique, qu'est-ce que c'est qu'un empoisonnement? C'est un crime assez particulier parce qu'en fait, l'empoisonnement, il est constitué dès lors que la personne a mis le poison à disposition de la victime, quel que soit le résultat. En droit pénal, on appelle ça un commencement d'exécution, c'est-à-dire que, par exemple, un meurtre, il faut qu'il y ait eu la mort de la personne. Là, l'empoisonnement, il n'y a pas besoin
besoin que la personne ait été empoisonnée pour condamner quelqu'un à avoir empoisonné quelqu'un d'autre. Il faut seulement que la personne, elle ait installé le poison dans la substance. Ça suffit. Même si après, Frédéric Péchier, il sauvait ses victimes, ça change rien si la personne, elle ingère ou non le poison. Ça change rien si la personne, elle décède ou non du poison. Si les procureurs arrivent à prouver que Frédéric Péchier a bel et bien mis des substances dans les poches des médicaments à très très forte dose qui du coup rendent les médicaments mortels, ça suffit à prouver qu'il y a eu empoisonnement. Ça va être donc tout l'enjeu du procès. Frédéric Péchier risque la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Pourquoi cette enquête elle a été si longue? Pourquoi elle a duré 7 ans? Alors déjà, ça a été extrêmement dur de sélectionner les patients qui auraient été ou non victimes de Frédéric Péchier. Il y a des centaines et des centaines d'opérations qui ont lieu. C'est extrêmement dur de savoir dans quel cas il l'aurait empoisonné ou non. Donc déjà, ils ont dû feuilleter un nombre d'archives absolument colossal. Ensuite, pour chacun des EIG, il faut essayer de retrouver, voilà, est-ce qu'il y a eu des traces de telles substances, etc. Mais encore une fois, comme à l'époque, il n'y avait pas d'enquête en cours, il n'y a aucune arme du crime qui a été conservée puisque tout a été jeté. Et il faut également rappeler que c'est des faits qui remontent à 2007. Ensuite, ils ont été assistés de médecins spécialistes durant toute l'enquête qui les ont aidés parce que c'est quand même des faits pas évidents. Ils ont également dû exhumer des corps, c'est-à-dire déterrer des corps qui avaient été enterrés pour aller les analyser. C'est quelque chose qui est extrêmement rare et surtout des procédures très longues à faire. Ils ont également reconstitué tout le parcours de Frédéric Péchier depuis le début de sa carrière, donc tous ses mails, là où il a travaillé, toutes les opérations qu'il a eues. Ils ont également dû interviewer mais énormément de gens, tous les médecins, tous les infirmiers, enfin bref. C'est quelque chose qui a été colossal et encore une fois, comme il n'y a pas de scène de crime et comme il n'y a pas d'armes de crime à proprement parler, à part les 2 seringues qui ont été retrouvées en 2017, il y a plein de petits indices mais il n'y a pas de preuves concrètes et donc c'est ça qui rend l'enquête si longue et compliquée. Et d'ailleurs, durant ces 7 ans d'enquête, ça a vraiment été une descente aux enfers pour Frédéric Péchier. Une de ses amies dira d'ailleurs: « J'ai assisté à la descente aux enfers de Frédéric et sa famille. Il était désespéré. Il disait qu'il voulait prouver son innocence et qu'après, il mettrait fin à ses jours. » Parce que Frédéric Péchier, il a perdu son travail puisqu'il a été interdit d'exercer. C'était toute sa vie son travail, il travaillait énormément. Devoir rester chez soi à ne plus rien avoir à faire en ressassant tout ça. En plus, durant la procédure, sa femme a demandé le divorce. En plus, le fait qu'il ait dû partir de son département, ça veut dire qu'il a dû quitter le domicile familial, qu'il a été éloigné de ses enfants, etc. Il est retourné vivre chez ses parents. Il a donc tout perdu. Il serait apparemment tombé dans l'alcoolisme. Et d'ailleurs, en 2021, il a tenté de se suicider en se défenestrant de chez ses parents. Et il était apparemment d'ailleurs ivre à ce moment-là. Voilà un petit peu l'ambiance avant le procès. C'est un procès d'une ampleur rare qui a eu lieu au tribunal judiciaire de Besançon depuis le 8 septembre et qui a duré près de 15 semaines. 4 mois de procès pour un seul accusé, c'est extrêmement long, surtout pour un procès criminel qui ne relève pas de la criminalité organisée ou de terrorisme. J'étais pas au procès mais j'ai regardé tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé les avocats des 2 parties extrêmement virulents. On sent vraiment que c'était un procès sous haute tension. Les avocats des parties civiles, donc des différentes victimes ou familles des victimes, ils ont été très houleux avec Frédéric Péchier, les procureurs également. Je peux citer: il nous prend pour des cons. Avouez avec le même courage que vous avez eu quand vous avez tué. Ils l'ont également qualifié de petit garçon capricieux. Il y a eu des débats tendus, des vives tensions. La juge, elle a dû suspendre l'assemblée à certains moments. Il y a également eu un malaise. Enfin voilà, ça a été un procès extrêmement fort en émotion. Certains avocats ont expliqué que c'était une bête malfaisante qui doit être enlevée de la société. Ils ont expliqué qu'il avait transformé un lieu de vie en un lieu de mort. Un autre avocat a dit: je dis de ce misérable qu'il crève en prison. Comment s'est déroulé le procès? Ils sont revenus sur les 30 EIG un par un. Ils ont fait témoigner les victimes si elles sont encore présentes, les familles des victimes si la victime est malheureusement décédée, les médecins en charge, les infirmiers, les experts qui ont analysé parfois les cadavres qu'ils ont exhumés, ou alors à l'époque il y a eu déjà différentes enquêtes parce qu'il y avait pas mal de EIG bizarres, donc en 2009, en 2012, etc. il y a eu des enquêtes, donc il y a eu des saisies de matériel et les experts ont dû pour chacune des 30 EIG conclure est-ce que c'est un acte malveillant, c'est-à-dire que est-ce que l'EIG est le résultat d'un empoisonnement ou alors est-ce que l'EIG peut être expliqué par des raisons naturelles. Les experts ont certifié la malveillance dans la plupart des 30 EIG, pas pour toutes, il y en a certains experts étaient pas forcément sûrs, mais bon, pour la plupart ils ont quand même dit que c'était absolument sûr par différentes preuves. Ils ont trouvé le poison dans le corps des patients exhumés, dans certaines situations il y avait des poches qui avaient été analysées. La plupart des cas, c'est absolument sûr qu'ils avaient été empoisonnés. Maintenant, par
par qui. Et là encore une fois, il y a énormément de témoignages qui ont défilé à la barre pour chacun des 30 cas. Les policiers qui sont venus, les enquêteurs, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les gens qui ont travaillé avec lui sont extrêmement en colère. Les infirmières et infirmiers se sentent trahis, manipulés, utilisés. Certains médecins sont venus témoigner et ont expliqué qu'ils étaient rongés par le fait qu'ils n'aient rien pu faire, qu'ils aient laissé faire pendant toutes ces années, que les EIG en fait ça hante les médecins qui le vivent. Cette histoire ça a été un trauma collectif pour l'ensemble de l'hôpital et de manière générale, presque la totalité des médecins ou des personnes du corps médical qui sont venus témoigner, elles ont été unanimes, c'est Frédéric Péchier qui est coupable. Des médecins l'ont traité de machiavélique. Quel humain faut-il ne pas être pour faire ça? On l'a également qualifié de drama queen, de monstre qui n'a pas une once d'humanité. Il y a des médecins qui sont partis en dépression suite à ces EIG. Il y a d'autres médecins qui sont partis en retraite anticipée tellement ils étaient traumatisés de ces EIG. D'ailleurs, sur la liste des 30 EIG, il y a 2 cas qui ne sont pas des arrêts cardiaques mais des hémorragies. Ces 2 patientes-là, elles ont eu des hémorragies mais elles ont fini par survivre. À l'époque, ils avaient suspecté les infirmières d'avoir commis une erreur en mettant le mauvais produit dans les poches, parce que là, ça a été également avéré qu'il y avait eu un produit dans les poches. Et ces infirmières ont été choquées. Elles ont dit que c'était absolument impossible qu'elles aient commis cette erreur-là. D'ailleurs, elles sont venues témoigner à la barre et ça a été assez émouvant, expliquant qu'elles étaient tombées en dépression, qu'elles ont été licenciées parce qu'elles étaient incapables de travailler. Et elles ont témoigné leur colère contre Dr Péchier, mais également contre la clinique. C'est pas mal revenu, cette colère contre la clinique, de par son manque d'action durant toutes ces années. Beaucoup de personnes estiment que la clinique aurait dû réagir plus vite. Pour les victimes qui ne sont pas décédées, énormément ont eu des séquelles. L'enfant de 4 ans, qui est la plus jeune victime, aujourd'hui il en a 16 et il aurait du mal à apprendre comme tout le monde, il aurait des troubles de mémoire, etc. Il y a beaucoup de séquelles psychologiques, ce sont des traumatismes. Certaines personnes sont restées des jours dans le coma suite à ces EIG. Le mari d'une des victimes, décédé lors d'une opération de l'épaule, est venu témoigner en larmes. J'ai perdu l'amour de ma vie. La fille de Bertrand Colette est également venue témoigner et apparemment l'ensemble de l'assemblée était en larmes, les avocats, les jurés, le public. Elle a expliqué: j'ai hurlé ma douleur de toute mon âme. Et durant tous ces témoignages extrêmement émouvants et durs, Frédéric Péchier est resté impassible. Et la deuxième phase du procès, ça a été de parler de la personnalité du Dr Péchier. Il y a eu des rapports qui ont été faits par les profileurs, des analyses de psychologues, et d'ailleurs d'un point de vue psychocriminologique. Dès le départ, par rapport au choix de l'arme et du mode opératoire, c'est quelqu'un qui est habitué à se dissimuler derrière les autres. Il agit par habitude, il utilise les autres. Énormément de médecins sont venus témoigner de sa personnalité. Il y a eu des discours très virulents à son égard. Un de ses collègues dira d'ailleurs qu'il lui aurait dit: je n'en ai rien à foutre de ce qui peut leur arriver, en parlant des patients. Et de son côté, il y a également énormément de personnes qui sont venues témoigner. Il y a sa fille, Juliette Péchier. Elle a témoigné en étant très en colère, très triste, très émue. Il y a toute sa famille qui s'est relayée pour faire ses éloges. Il y a également eu des collègues, des patients qui ont expliqué que c'était quelqu'un de très doux, attentionné, à l'écoute. Alors il y a beaucoup d'experts psychologues qui sont venus pour dépeindre un peu le portrait et analyser un peu le profil de Dr Péchier. Il y a notamment Peggy Aliman qui a témoigné et qui a expliqué les différents motifs pour procéder à un empoisonnement. La première qui se dégage est le type narcissique. L'auteur cherche à avoir le contrôle, une domination envers les victimes et un sentiment de puissance. C'est quelqu'un qui a besoin d'atteindre les autres pour pouvoir briller, se sentir supérieur. Ensuite, elle décrit Péchier comme quelqu'un qui a une haute estime de lui-même et qui a notamment de très bonnes connaissances des produits anesthésiants et de leur dosage. En fait, l'experte, elle s'est basée sur énormément d'appels téléphoniques et d'auditions de Frédéric Péchier pour analyser sa personnalité. Elle dira d'ailleurs: au téléphone, le temps de parole est asymétrique. Le docteur Péchier parle beaucoup plus que son interlocuteur et s'intéresse peu à lui. Au travers de ses écoutes, on révèle des traits de personnalité narcissiques, obsessionnels. Et concernant ses auditions en garde à vue, il n'apporte pas de lui-même d'éléments concrets pour faire avancer l'enquête. Il laisse apparaître peu d'inquiétude, peu de stress. Il est sûr de lui-même. Il y a parfois quelques tentatives de victimisation qu'on pourrait entendre comme des processus manipulatoires. On a l'impression qu'il a 2 personnalités, avec sa famille et puis avec le reste. Ce clivage-là, il apparaît chez des criminels et plus particulièrement les tueurs en série. Et elle finit par conclure qu'on peut imaginer une implication du docteur Péchier dans ces faits. C'est encore un élément de preuve qui va être ajouté au faisceau d'indices.
Alors en France, il faut rappeler que toute preuve est recevable. On n'est pas obligé d'avoir l'arme du crime ou alors une scène de crime pour pouvoir condamner quelqu'un. En fait, on peut se baser sur un faisceau d'indices, c'est-à-dire il y a plein de petits indices qui vont dans une direction et si à la fin on est intimement convaincu que la personne elle est coupable d'avoir fait ça, le faisceau d'indices suffit pour qu'on la condamne. Ici, c'était sûr que c'était quelqu'un qui était un expert médical pour pouvoir mettre ce genre de produit dans les poches. Si la seule preuve concrète qui a été retrouvée, c'est les 2 seringues en 2017 puisqu'il y avait les policiers sur place et ils ont mis ça sur scellé et les poches des opérations. Le reste, tout a été jeté évidemment puisque c'est des opérations qui a eu lieu pendant 10 ans. Alors déjà, le fait qu'il y ait un seul dénominateur commun à toutes ces opérations et que ce dénominateur commun là, c'est Frédéric Péchier, ça fait partie du faisceau d'indices. Et d'ailleurs, les enquêteurs diront « On ne le cherche pas, il nous tombe dessus quand on ouvre les dossiers ». Ils ont également donné des chiffres. Il y a en moyenne 7 décès sur 1 million d'anesthésie générale. Donc quand il y a 2 décès d'anesthésie générale à quelques jours d'écart, avec pourtant ces statistiques-là, c'est vrai que c'est très étrange. Il y a également un élément à prendre en compte dans le faisceau d'indices, c'est que depuis l'arrêt de Frédéric Péchier à la clinique Saint-Vincent, donc en 2017, il n'y a eu aucun arrêt cardiaque inexpliqué. Ça s'est arrêté. Ça a commencé quand il est arrivé, ça s'est arrêté pendant les 6 mois où il n'était pas là, et ça s'est arrêté après 2017. Il y a également eu un autre élément qui a été expliqué durant le procès, c'est qu'une des victimes, juste avant d'avoir eu ses troubles cardiaques, elle aurait vu Frédéric Péchier aller sur son brancard toucher du matériel anesthésique, alors que ce n'était pas le médecin anesthésiste de l'opération, et il lui aurait dit « ça c'est de la bonne », en parlant du matériel qu'il aurait posé. Il y a également le motif qui est une très grande partie de ce faisceau d'indices. Le premier motif, ça aurait été la vengeance. Les EEG, elles ont toujours touché des patients de quelques médecins ciblés. C'est-à-dire qu'un médecin, il a 1 ou 2 EEG dans sa carrière. Là, ces médecins-là, ils en avaient 6, 7. Et en fait, apparemment, Frédéric Péchier, il avait beaucoup de conflits avec ces médecins-là. Un des motifs aurait été que, après d'ailleurs certains conflits, il y a des EEG qui ont survenu dans les opérations de ces médecins-là. Par exemple, la médecin anesthésiste Dr Biik, cette femme à l'époque, elle allait être titularisée à la clinique Saint-Vincent, mais Frédéric Péchier était contre. Elle a donc eu différents EEG et a fini par être évincée. Quelques mois plus tard, la police l'a retrouvée morte dans son domicile. Les enquêteurs diront d'ailleurs qu'elle s'est laissée mourir. C'est pour vous expliquer vraiment l'impact que ça a pour les victimes, pour les familles des victimes, mais également pour les médecins. Un des EEG est arrivé avec Laurence Nicode en 2016. Cette EEG, selon de nombreuses personnes, elle était visée contre quelqu'un d'autre. Dans la matinée, il y a un enchaînement de plusieurs opérations. Juste avant Laurence, il y avait une opération sur la femme de Dr Seri. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Dr Seri et sa femme, c'était un couple qui était ami avec Dr Péchier et sa femme. Et 1 mois et demi avant cette opération en 2016, le couple Seri aurait dit quelque chose au couple Péchier qui ne leur aurait pas plu, ça aurait explosé et suite à ça, ils sont devenus ennemis. 1 mois et demi après, la femme de Dr Seri, qui était d'ailleurs également une médecin à l'hôpital, elle a une opération. Elle veut pas que ce soit Dr Péchier qui soit son anesthésiste. Elle demande à ce que ce soit son propre mari qui soit son anesthésiste. Et la patiente d'après dans la matinée, c'est Laurence Nicode et elle est empoisonnée et décède. Et selon Dr Seri et sa femme, ils sont d'ailleurs venus témoigner, cet empoisonnement était à visée de la femme de Dr Seri pour se venger. Ensuite, le deuxième motif, c'est évidemment le prestige. Il aurait fait ça pour être reconnu comme un héros, un sauveur, celui qui apporte la solution. Bon, ça pousse quand même à aller très loin de mettre en danger la vie de quelqu'un pour ensuite le sauver. On appelle ça d'ailleurs le pompier pyromane, le pompier qui met le feu pour ensuite éteindre le feu. Pour l'empoisonnement qu'a eu Dr Péchier en 2017, il est formel, c'est Dr Seri qui a empoisonné son patient. Après, il a fini par se rétracter. Concernant l'empoisonnement de 2017, juste avant, donc les 9 jours avant, ça fait 7 ans qu'il ne reconnaît pas l'empoisonnement et il accusait médecin Ballon d'avoir commis une erreur. D'ailleurs, Dr Seri et Dr Ballon sont venus en larmes témoigner en expliquant le traumatisme que c'est que de se faire accuser d'avoir tué quelqu'un, empoisonné quelqu'un, commis une erreur, etc. et créer un EEG. Grosso modo, c'est assez étonnant parce que durant les 7 ans d'enquête, Dr Péchier et ses avocats, ils ne reconnaissaient qu'un seul empoisonnement, c'était celui qui aurait eu lieu sur le patient du Dr Péchier en 2017. Tous les autres apparemment, ce n'étaient pas des empoisonnements, la malveillance n'était pas admise par la défense. Et pourtant, petit à petit, il a été vraiment poussé dans ses retranchements et il a fini par reconnaître l'empoisonnement de 12 des victimes sur les 30 EEG qu'il y a eu. Mais sur les 18 autres, il disait non, ce n'est absolument pas un empoisonnement malgré les preuves.
preuves, malgré les experts qui venaient en disant c'est sûr qu'il a été empoisonné, etc. Ça a énervé le procureur et les avocats des parties civiles en disant mais vous le prenez pour qui? À dire oui, lui, je pense qu'il y a eu empoisonnement, lui, non, je refuse de reconnaître. Après, en dehors de la malveillance, il a jamais reconnu que c'était lui qui avait empoisonné les personnes. Il a toujours dit que l'empoisonneur était encore sûrement à Saint-Vincent, que ce n'était pas lui. Et il a répété durant ses 12 ou 13 interrogations durant le procès que ce n'était pas lui, qu'il n'avait jamais empoisonné quelqu'un. Il dira on cherche à m'enfoncer. Il dira également que c'est pas à lui de trouver le coupable. Il dit voilà, je suis pas le coupable, mais c'est pas à moi de vous prouver qu'il y a un autre coupable. D'ailleurs, à certains moments, les parties civiles, elles ont quitté la salle d'audience tellement elles étaient énervées des discours de Dr Péchier. Grosso modo, il a toujours nié. La défense, elle a été très agressive avec les différents témoins qui sont venus. Les avocats des deux côtés, les procureurs, etc. étaient très agressifs de toute façon. Mais voilà, ça a été un procès sous haute tension avec énormément de témoignages, énormément de preuves, etc. Et le dernier jour des plaidoiries, la parole elle a été donnée en dernier à Dr Péchier et il a pleuré pour la première fois, mais il a pleuré en parlant de ses enfants, en expliquant voilà à quel point ça l'avait touché, etc. Il y a eu les réquisitions du procureur. Donc vous savez, le procureur c'est celui qui représente l'État, qui représente pas les victimes. C'est lui qui va demander aux juges et aux jurés, voilà, je demande tant d'années de prison pour cette personne-là, pour protéger la société. Il y a 2 procureurs qui sont relayés dans un marathon de plaidoirie durant 2 jours. Il y a même une des procureurs qui a pleuré, Thérèse Brunissot, ce qui est extrêmement rare. Hein. Elles ont expliqué que c'était l'un des plus grands criminels de l'histoire française et elles sont revenues sur les 30 cas en démontrant par A plus B pourquoi dans les 30 cas il était coupable et elles avaient réussi à le démontrer. Et elles ont demandé la réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté. Réclusion, ça veut dire prison, mais au-dessus de 10 ans, ça s'appelle de la réclusion. En France, il y a pas mal de remises de peine et donc quand on dit une période de sûreté de 22 ans, ça veut dire que même si elle a plein de remises de peine, elle ne pourra pas sortir avant 22 ans de prison. Et la défense a également fait ses conclusions. La défense a demandé l'acquittement, donc ça veut dire qu'on innocente leur client. Ils ont exprimé que durant toute cette enquête et ce procès, il avait été présumé coupable au lieu d'être présumé innocent. Ils ont expliqué qu'il y avait eu un véritable acharnement judiciaire et c'est Péchier qui a fini par fermer ce procès en disant « Je le dis et je le dirai toujours, je n'ai jamais empoisonner quelqu'un. » Les jurés sont entrés en délibération ce lundi 15 décembre vers 16h et ils ont délibéré jusqu'à jeudi 18 décembre. Petit rappel, quand dans une cour d'assises on délibère, il y a 3 juges et 6 jurés, donc c'est des personnes, c'est des citoyens comme vous et moi qui ont été tirés au sort. En général, les juges, ils influencent énormément les jurés, hein, c'est un peu eux qui ont leur mot à dire. Ils votent tous, s'il y a la majorité, la personne est condamnée. Donc les jurés, avec les jurys, ils ont passé plus de 8 heures par jour à délibérer. Frédéric Péchier, quant à lui, il a dû rentrer chez ses parents à Besançon sous haute sécurité et il n'avait interdiction de quitter le domicile avec une surveillance constante en dehors de son domicile par des policiers jusqu'à l'annonce du verdict. À 9h du matin, la cour a tranché individuellement chacun des 30 cas d'empoisonnement reprochés à l'accusé. Et la cour a reconnu Frédéric Péchier coupable de la totalité des faits. Elle a reconnu que c'était lui qui aurait empoisonné ces 30 personnes. Frédéric Péchier a fait appel de cette condamnation et il a également déposé une demande de mise en liberté. Ici, il a eu une peine associée d'un mandat de dépôt. Ça veut dire que la peine est mise en exécution immédiatement et que donc la personne est incarcérée. Mais ici, Frédéric Péchier, il a fait appel. Un appel, normalement, ça a pour effet de suspendre le jugement jusqu'à ce que la cour d'appel statue et décide si oui ou non elle confirme le jugement. Le mandat de dépôt, il n'est pas suspendu automatiquement par l'appel. Mais comme Dr Péchier a fait appel, il est donc incarcéré au titre de la détention provisoire, c'est-à-dire qu'il est provisoirement détenu jusqu'à l'appel. Il a donc un recours possible, c'est de déposer une demande de mise en liberté. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. La cour d'appel qui statuera dans 1 an, c'est à elle d'analyser la demande et elle a 2 mois pour le faire. Ici, c'est important de rappeler que toutes les demandes de détention provisoire avant le jugement, elles avaient été refusées parce que tout simplement, Frédéric Péchier ne correspondait pas, selon les juges, aux différentes exceptions qu'il y avait pour le mettre en détention provisoire. Donc en fait, ici, on pourrait se dire, les juges de la cour d'appel, ils vont raisonner de la même manière et il y a de fortes chances qu'ils acceptent cette mise en liberté. Mais c'est pas le même juge qui va analyser, donc il va prendre sa décision. Ensuite, on prend quand même en compte les peines encourues. Ici, c'est la perpétuité et ça pèse très lourd. Et justement, au vu de cette perpétuité,
il y aurait peut-être un risque de fuite qui n'existait pas avant. Donc le juge de la cour d'appel, il va statuer dans les 2 mois et il nous dira si oui ou non Frédéric Péchier va sortir de prison avant l'appel. Et il faut rappeler que même si ça reste une peine extrêmement sévère, ça ne fera pas revenir les victimes. Et encore une fois, je transmets toutes mes pensées aux victimes, aux familles des victimes, au corps médical qui ont également été traumatisés par ces événements. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu mieux compris le verdict. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la Guadeloupe et la Martinique que j'ai adoré faire. Il y a d'ailleurs beaucoup plu et j'espère que vous en apprendrez plus sur la situation. Gros bisous!